Bonjour et bienvenue sur le site du podcast Histoire en série, créé et animé par Nicolas Charles et Johan Chanoir. Au programme, une analyse des séries d'hier, d'aujourd'hui et de demain par les spécialistes des questions mobilisées par nos shows préférés. Histoire en série, c'est le podcast qui met en relation histoire, sciences humaines et séries. Bonjour à tous, bienvenue dans Histoire en série où aujourd'hui je reçois Gabriel Lavenir. Bonjour Gabriel. Bonjour. Alors Gabriel, vous êtes docteur en sociologie, vous venez tout juste de soutenir votre thèse sur les joueurs et joueuses seniors de jeux vidéo à l'Université Concordia de Montréal en sociologie et anthropologie. Vous vous intéressez notamment à la fois aux pratiques des joueurs et joueuses âgés dans les diversités et aux discours qui encadrent ces pratiques, vieillissement réussi, injonction numérique et techno-enthousiasme. Vous êtes membre, Gabriel, du laboratoire Technoculture, Arts et Games à Concordia et vous êtes aussi secrétaire de l'Observatoire des mondes numériques en sciences humaines. Vous avez plusieurs publications qu'on a mis sur notre site internet histoireensérie.com à la page de l'émission. Alors aujourd'hui, on va parler effectivement du lien entre les jeux vidéo, les séries et votre sujet de recherche, le vieillissement. Et vous avez choisi pour évoquer toutes ces thématiques la série The Witcher. Alors, The Witcher, justement, qui revient ces temps-ci au centre de l'actualité, puisqu'on aura un préquel qui va sortir au tout début, normalement, fin décembre, début janvier sur Netflix. On avait évoqué cette série, les 2 saisons, notamment avec Justine Breton, pour là-dessus. Je renvoie aussi les auditeurs et auditrices à cette émission. Alors peut-être, Gabriel, pour nous rafraîchir un petit peu la mémoire, et puis il y a peut-être des gens qui sont passés à côté de ce phénomène mondial à la fois de jeux vidéo et de séries, The Witcher. Rappelez-nous de quoi il s'agit, faites-nous un pitch rapide et peut-être aussi évoquer en même temps l'idée dans le cadre de la notion que l'on entend aujourd'hui du vieillissement. Pourquoi cette série-là? Oui, alors, du coup, effectivement, je vais être très rapide dans le résumé parce que notamment dans l'épisode avec Justine Breton, elle a fait un travail exceptionnel de synthèse alors que c'est un récit qui est très complexe, celui du Witcher. Donc, Le Sorceleur en français, à l'origine, c'est une série de romans d'Andrzej Sapkowski, qui est polonais, et c'est devenu ensuite une série de jeux vidéo, et encore après, donc Netflix s'en est emparé pour faire une série. Et moi, je vais surtout exclusivement en fait parler de la série parce qu'il y a déjà beaucoup à dire. Donc, c'est une série de Medfan, de médiéval fantastique, qui suit en particulier le personnage du sorceleur dans une espèce d'alternative du Moyen-Âge en Europe de l'Est, et 2 autres personnages. Donc une sorcière qui s'appelle Yennefer et une jeune femme dont le statut est un petit peu flou mais qui a priori est aussi assez magique, qui s'appelle Ciri, donc Cyrilla. Et la série suit à différentes époques ce qui se passe dans une espèce de pré-apocalypse, de débarquement en force de la magie dans le monde. Et donc on a le personnage du sorceleur qui s'appelle Geralt de Rivia, qui a comme mission principale dans la vie, en tant que personnage mutant, humain, mais devenu un sorceleur, de tuer des monstres et de gérer la menace magique dans le monde. Donc on va le suivre lui, on va le suivre aussi dans ses relations avec Ciri, qui va devenir un peu sa fille adoptive, qui est une princesse au pouvoir un peu étrange, qui se retrouve très isolée après le massacre de sa famille et la chute de la ville dont elle était princesse. Et puis donc Yennefer, qui est une jeune femme devenue sorcière, extrêmement puissante, quoique il y a des variations dans ses compétences magiques au fil de la série, et qui partage avec Geralt la caractéristique de ne pas avoir l'âge qu'elle a l'air d'avoir. Parce qu'il est mutant, Geralt de Rivia est en fait, a l'air d'avoir 40 ans, mais en a à peu près 100, et Yennefer a l'air d'en avoir 30 à tout casser, mais elle est même plus vieille que Geralt, elle a plus de 100 ans. Ciri, elle a l'âge qu'elle est supposée avoir, elle a une quinzaine d'années, je crois. Et la raison pour laquelle je me disais que c'était un bon objet, puis vous me l'avez aussi suggéré pour parler du vieillissement, c'est justement parce que ça nous oblige à interroger euh, qu'est-ce que qu'est-ce que c'est que le vieillissement au-delà de l'apparence ou des dysfonctionnements du corps. Parce que souvent, aujourd'hui, quand on parle de vieillissement, on fait un raccourci qui est le vieillissement, c'est l'approche de la mort, c'est quand le corps fonctionne pas bien, c'est quand les
l'esprit s'en va. Dans cette série, c'est pas le cas en fait. C'est même la très grande puissance qui est associée à un vieillissement extrême. Donc ça me paraissait un bon point de départ pour parler du vieillissement dans la fiction et dans le fantastique. Oui, effectivement, hein, là-dessus, c'est très intéressant cette idée, Gabriel, parce que justement, l'âge, finalement, c'est la première thématique que je voudrais qu'on voit ensemble. C'est un point qui pose vraiment question dans cette série-là, en particulier par rapport, vous l'avez dit, à certaines créatures, par rapport à Geralt qui est aussi un mutant, par rapport aux sorcières que l'on peut voir qui semblent toutes beaucoup plus jeunes que leur âge. Donc, qu'est-ce qu'on peut dire là-dessus? Et ben, ce qui est aussi intéressant, c'est que ça pose question. Donc, dans la série elle-même, moi j'avoue que j'ai pas lu les romans. Dans la série elle-même, c'est un point qui est souvent soulevé par les personnages. Soit les personnages qui sont concernés par ce statut un peu ambigu, qui parlent de leur extrême fatigue face au monde, de la difficulté à maintenir un compas moral quand on est très vieux et qu'on a vraiment tout vu. Des autres personnages qui leur renvoient leur âge régulièrement. Il y a notamment une scène entre Geralt et une sorte de barde qui va devenir son ami, qui s'appelle Jaskier, où Jaskier fait référence de manière répétée en disant mais toi tu râles tout le temps, t'es constamment grognon, mais c'est parce que t'es vieux. Il utilise le mot dans la version en anglais crotchety, donc vraiment grognon quoi, et il lui dit explicitement c'est parce que t'es vieux, c'est ton âge. Euh, et puis aussi, moi, ce qui m'a fait sourire et m'a beaucoup intéressé, c'est que les spectateurs se posent beaucoup la question de l'âge des personnages, notamment parce qu'une partie des gens qui regardent la série n'ont pas lu les livres et donc ne peuvent pas s'appuyer sur les moments où le canon dit explicitement quand est-ce que les personnages sont nés, quand est-ce qu'ils ont subi les transformations qui vont changer leur rapport à l'âge. Donc tout le monde se pose tout le temps la question de l'âge dans la série et autour. Parce que d'un côté, on a des humains classiques qui fonctionnent à peu près comme nous, dont le vieillissement va au maximum jusqu'à 100 ans, mais en gros, on les considérera comme vieux à partir de 50. On a les humains mutants, donc les sorceleurs. Il y a Geralt, mais il y en a aussi beaucoup d'autres. Il y a notamment un des personnages de la série qui est le sorceleur qui a permis à la catégorie des sorceleurs de survivre après une attaque, donc son nom m'échappe, Vézémir. Vézémir, il a 350 ans, il a l'air d'en avoir 55. Et puis, il y a à côté des humains, mais qui ont des pouvoirs magiques, donc qui sont dans une autre catégorie encore, et c'est là qu'on trouve les sorciers, les magiciens. Alors là, je suis en train d'utiliser deux termes qui sont pas exactement équivalents dans la série, mais bon. Alors, en fait, eux, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils contrôlent leur apparence, et ils font tous le choix quasiment d'avoir l'air jeune, même quand ils ont 100 ans, 150 ans, 200 ans. Donc l'âge, c'est un choix pour une partie des personnages. Leur choix les amène tous à garder une apparence de trentenaire, quarantenaire. Et ça, c'est assez fantastique comme question que ça pose. Si vous aviez le choix de l'âge de votre corps, vous choisiriez quoi? Vous choisiriez 15 ans, 30 ans, 50, 200? Et ça, c'était un petit peu le point de départ, avec aussi donc toutes les questions mécaniques qui sont une source de perplexité pour les spectateurs qui vont sur les forums en disant mais attendez, Geralt, il a quel âge? Est-ce qu'il est plus ou moins vieux que Yennefer? Quel est son intérêt amoureux? Donc évidemment, ça pose beaucoup de questions. Qui il est exactement par rapport à Ciri? Est-ce qu'il est un père, un grand-père, une espèce de figure protectrice surnaturelle sans âge? Et puis, il y a aussi le fait que pas l'immortalité, parce que ces personnages ne sont pas supposés être immortels. Mais la très grande longévité, ça pose aussi la question du divin. Ils sont plus humains à partir du moment où ils sont plus contraints par la mortalité comme nous. Et tout ça est encore compliqué à une échelle supplémentaire. Donc il y a des questions dans la diégèse, dans le récit. Quel âge tu as? Qu'est-ce que ça change? Les questions des spectateurs. Mais attendez, il est vieux comment? Et puis il y a la question aussi mécanique de la série, parce que la série garde pour le moment les mêmes acteurs. Il y en a qu'on voit physiquement vieillir. Par exemple, Ciri, on la voit changer d'âge de la première à la deuxième saison, parce que la même actrice a pris l'âge et comme elle était très jeune, ça se voit. Et puis, il y a des sauts dans le temps qui sont en partie illisibles au début, parce que comme les personnages ne vieillissent pas, on a du mal à comprendre que la scène qu'on voit là, elle se passe 75 ans avant la scène qu'on a vue 10 minutes avant. Donc, comme la série garde les mêmes acteurs, qu'ils vieillissent, mais d'une manière qui n'a rien à voir avec la diégèse, on a cette source de perplexité supplémentaire. Et donc, c'est ce que vous disiez tout du long, l'âge est une question qu'on se pose dans la série, euh, à l'intérieur de la diégèse et du récit, mais aussi en extérieur, on se dit, attendez, il est supposé avoir quel âge? Je dois croire qu'il a quel âge? Et donc, au-delà de la vieillesse, l'âge est du coup un point un peu compliqué.
Et puis, Gabriel, la deuxième idée, peut-être que je voulais voir avec vous pour continuer sur cette émission autour du vieillissement à travers la série The Witcher, c'était la notion de vieillissement comme un déclin. Vous l'avez dit, c'est souvent d'ailleurs dans l'imaginaire collectif qu'on imagine comme ça le vieillissement. Qu'est-ce qu'il en est dans la série? Ça, c'est vraiment un point, c'était aussi un objet fondamental pour l'étude de ma thèse. Moi, je m'interroge sur l'expérience contemporaine du vieillissement. Et comme je suis en sociologie, le jeu, c'est de se décentrer des définitions médicales pour s'intéresser à l'expérience sociale. Parce qu'en fait, quelque chose qu'on voit quand on fait de l'anthropologie, c'est que le fait d'être vieux, c'est pas une catégorie naturelle qui s'impose à tout le monde, qui est la même dans toutes les sociétés, à tous les moments de l'histoire. C'est vraiment une construction sociale. Être vieux, ça n'est pas aussi naturel que ce qu'on croit. Et déjà, si on part d'aujourd'hui, donc aujourd'hui, on a deux grandes représentations de la vieillesse. On a la vieillesse comme déclin, où quand on parle de la vieillesse, on va s'intéresser principalement aux maladies, euh, aux pertes de capacité physiques ou cognitives. C'est le discours qui domine très largement. Par exemple, quand vous avez un organe gouvernemental qui s'intéresse à la vieillesse, vous allez voir que les termes qui sont employés, les projets qui sont proposés, ils tournent tous autour du déclin. À partir du moment où on rentre socialement dans la catégorie vieux, les gens ne nous voient plus qu'à travers ce prisme. Socialement, on dit qu'on va perdre des identités. On perd souvent, ou complètement ou en partie, l'identité de femme, l'identité de professionnel de quelque chose, l'identité de parent, l'identité de fan d'aviation. Et on ne devient plus que vieux. C'est une espèce de supra-identité qui avale tout le reste. Donc c'est souvent très très mal vécu par les gens concernés, qui n'ont pas l'impression d'être si différents de ce qu'ils étaient à 50 ans, mais on leur renvoie constamment dans la figure, tu es vieux, tu es en déclin, tu es moins que ce que tu as été. Donc ça, c'est une des deux grosses représentations avec lesquelles on vit. Il y en a une autre qui est évidemment pas présente dans la série du tout, mais je la mentionne en passant, c'est la vieillesse comme la vieillesse active. Donc là, c'est une espèce de vieillesse fantasmée où, en faisant les bons choix de régime alimentaire, d'activité physique, de surveillance médicale, on réussit à échapper à la vieillesse et à ne jamais vraiment devenir vieux. Et donc ça, c'est une feuille de route qui est une politique publique en France, dans l'Union européenne. On promeut la vieillesse réussie ou la vieillesse active, qui est une forme de non-vieillissement. Bon, du coup, moi, spectatrice de 2021 ou 2022, quand je regarde la série, la vieillesse, pour moi, c'est le déclin. Et du coup, comment est-ce que la série le traite? Parce que les gens qui ont écrit, enfin la personne qui a écrit les livres, les gens qui ont écrit les scénarios, ils ont la même perspective que moi. Ils voient ce discours de la vieillesse comme déclin. Sauf que ça n'a pas trop de sens dans la diégèse, puisque la vieillesse est plutôt associée au pouvoir. Donc, du coup, je vais essayer de trouver des traces un peu des deux. Déjà, tout au long de la série, il y a des références au fait que, notamment, Geralt est vieux. On lui dit qu'il est grognon, on lui dit qu'il est euh, solitaire, on lui dit qu'il est amoral parce qu'il en a trop vu et du coup il n'arrive plus à garder un compas moral cohérent. C'est les autres qui le lui disent, et ça reflète bien la manière dont ça se passe, la vieillesse. La vieillesse, on la vit dans le regard de l'autre. C'est rare que les gens deviennent vieux quand ils se sentent vieux, c'est plutôt l'inverse. C'est au bout d'un moment, ça fait 5 ans qu'on vous renvoie tout le temps que vous êtes vieux, vous finissez par le vivre. Il y a d'autres personnages qui sont vieux quand même que j'ai pas mentionné. Il y a notamment donc le personnage de Vésémir, mais lui on le renvoie pas du tout à la vieillesse, mais c'est une espèce de cette figure qu'on voit beaucoup dans la fiction de vieux sage. Et puis, il y a notamment dans un épisode un personnage, alors je vais essayer de pas trop en dire pour ceux qui l'ont pas vu, mais on va chasser le dragon et donc il y a plein de groupes d'aventuriers qui se réunissent pour aller chasser un dragon et il y a un personnage vieux, qui a l'air d'avoir 60 ans à peu près, et les gens lui disent, mais tu es vieux, pourquoi tu es là? Qu'est-ce que tu fais là? Et il répond, je veux vivre une dernière aventure avant d'être trop vieux pour faire quoi que ce soit à part mourir. Donc, on a vraiment beaucoup toutes les représentations classiques de la vieillesse comme rien d'autre qu'une perte, un déclin, des incapacités. Il y a aussi des cas assez drôles où, comme Geralt, il est physiquement assez jeune, mais il a des cheveux blancs. Et ça, c'est un signe très classique de catégorisation de vieux dans les sociétés occidentales. Et il y a des fois où des personnages qui sont destinés à mourir très vite vont sous-estimer Geralt parce qu'il a l'air vieux. Et le comique de la situation vient du fait que c'est un être surpuissant et surnaturel, mais parce qu'il a l'air vieux, on part du principe qu'il est mauvais pour se battre. Donc je vous laisse deviner comment ces scènes se terminent.
Mais on voit quand même constamment qu'être vieux, c'est quoi? C'est les gens qui vous sous-estiment, qui vous délégitiment, votre statut social, il est dégradé. Il y a des exceptions. Vous me direz, oui, mais il y a des personnages vieux. Il y a notamment Stregobor, qui est plus ou moins schématiquement le chef des mages, hein, qui est incroyablement puissant. Et puis, il y a la reine Calante, ou Calante, qui est présentée comme une grand-mère. Et donc, on sait qu'elle est vieille, c'est répété fréquemment. On la voit à plusieurs étapes de sa vie pour bien qu'on comprenne qu'elle est vieille quand elle meurt. Et elle, c'est un personnage de reine guerrière, seule en charge de son royaume, extrêmement autoritaire et qui adore le vin, les fêtes et tuer des gens. Et du coup, c'est quoi ces exceptions à la vieillesse comme déclin? Bah, c'est des gens incroyablement puissants. C'est une reine, c'est un mage extrêmement puissant. Et ça évoque des structures sociales qu'on associe au passé ou à d'autres sociétés, plus ou moins raison, la gérontocratie, l'idée qu'on peut obtenir le pouvoir parce qu'on est le plus vieux. Et c'est un peu vrai dans le cas de Vézémir parce que il a une espèce de statut de chef de meute chez les sorceleurs, notamment parce qu'il a contribué à leur survie en étant le dernier sorceleur après un massacre, mais aussi parce que c'est le plus vieux, donc c'est lui qui décide. Et donc on a quand même l'arrivée de cette petite ambivalence sur la vieillesse. La vieillesse, c'est le déclin, sauf chez les très puissants, où ça veut dire autre chose. Et ouais, je vais m'arrêter là, mais j'ai une idée à tirer après au sujet du Moyen Âge. Oui, justement, on va enchaîner sur cette notion de Moyen Âge, de vieillesse. Alors, on l'a déjà évoqué, notamment avec Florian Besson, bien sûr, au sujet de Game of Thrones. On l'a évoqué avec Justine Mhm. Dupont aussi, cette idée de Dark Ages, hein, cette idée que dans toutes ces séries, le Moyen Âge est sombre, alors que c'est pas du tout ça. Et je renvoie encore une fois les auditeurs et auditrices vers le site internet et les fils Twitter de Florian Besson autour de Actuel Moyen Âge qui recentre toutes ces problématiques-là. Mais justement, dites-nous, vous, quelle idée on peut voir à travers la série autour de justement de ce vieillissement au Moyen Âge? Non, mais ça, c'est vraiment un sujet qui me passionne. Alors, moi, je suis pas du tout médiéviste, mais c'est un peu ma discipline de cœur. Et effectivement, Actuel Moyen Âge fait un boulot fantastique sur la visibilité de ces problématiques. Euh, donc là, je ne parle pas en tant qu'experte sur ce sujet spécifique parce que je ne suis pas historienne. Par contre, je vais en parler avec une familiarité de personnes formées en anthropologie. Donc en anthropologie, on se décentre en allant voir des sociétés différentes, des époques différentes, pour repérer ce qu'il y a de culturellement spécifique à notre sujet. Et pour ce qui est de la vieillesse, bah, notre vieillesse contemporaine, on l'imagine comme la vieillesse naturelle et normale, mais pas du tout. C'est vraiment une construction de la modernité, du capitalisme, du néolibéralisme. C'est une certaine vision de la vieillesse. Et ce qui est rigolo, c'est qu'elle est en partie projetée sur le Moyen Âge. Pas complètement, mais en partie. Et l'angle de la vieillesse permet de reposer cette éternelle question de oui, mais pourquoi est-ce qu'on nous montre un Moyen Âge boueux et pouilleux ou extrêmement violent, barbare? Ça, je pense qu'il y a beaucoup d'autres gens qui le diront mieux que moi, mais c'est une vision du Moyen Âge qui est plus ou moins héritée de la Renaissance et de l'époque moderne. C'est un discours qui a un objectif politique qui veut contribuer à délégitimer un certain mode d'organisation de la société pour justifier l'avènement d'un autre mode d'organisation de la société. Et donc, c'est de là que nous viennent ces idées que le Moyen Âge, c'est barbare. Et qu'est-ce que ça change pour la vieillesse? Bah, ça veut dire qu'on accentue le côté la vieillesse comme déclin. Ça veut dire que dans la série, à partir du moment où les gens humains sont vieux, ils sont vraiment présentés comme particulièrement pauvres, particulièrement malades, ils sont rares, ils sont extrêmement rares chez les humains, les vieux. Euh, et bah, ça, et je le dis avec prudence, mais c'est une vision moderne de la vieillesse, enfin une vision contemporaine de la vieillesse, ça n'est pas forcément un écho fidèle de ce qu'on sait de la vieillesse au Moyen Âge. Sur deux plans. Déjà, ce qu'on sait matériellement, les gens qui font de la démographie, qui vont regarder les registres, nous montre qu'il y a des vieux au Moyen Âge. Tout le monde ne meurt pas à 25 ans. Les statistiques qu'on a en tête et qui suggèrent que l'espérance de vie fait qu'à 35 ans, on est un vieillard, c'est absurde. En fait, c'est des espérances de vie qui prennent en compte la mortalité infantile très élevée. Mais en gros, si vous dépassez 5 ans, vous avez des chances de vivre vieux qui sont réelles. Bon, je peux pas faire de généralité, ça dépend trop des époques et des espaces, mais cet effacement de la vieillesse, comme de toute façon au Moyen Âge, on ne pouvait pas vivre vieux, elle est absurde. Et puis il y a aussi la question du discours, et ça c'est un truc que je maîtrise un peu mieux parce que c'est un objet de recherche en ce qu'on appelle en Amérique du Nord les études critiques de l'âge. Il n'y a pas forcément ce côté
Un vieux, c'est un individu qui demande du soin, qui est une mauvaise personne, qui est insupportable, qui est un poids pour le collectif. Ce qu'on voit plutôt, notamment dans les traités médicaux et pseudo-médicaux, c'est que quand on est vieux, c'est un succès. La longévité, c'est une réussite, c'est la preuve d'une faveur, possiblement d'une faveur divine. La vieillesse, d'ailleurs, c'est naturel. Quand on a une perspective sur la vie qui est cyclique, la vieillesse, c'est le complément évident, inévitable, mais pas problématique, à la jeunesse et à l'âge adulte. Euh, on voit pas la vieillesse comme ce moment d'échec et d'effondrement. C'est un peu comme si on regardait les saisons en disant que l'hiver, c'est un échec. Ça a pas de sens. Ça vient avec. Donc, quand on a une perspective cyclique sur le monde, la vieillesse, elle est beaucoup moins problématique. Par ailleurs, les gens âgés, il y en a dans les sociétés médiévales, on les voit constamment dans les sources, c'est des membres actifs de la société, quelle que soit la manière dont on contribue au travail ou à la vie collective, ils sont là. Et donc, quand on imagine des fantasmes du type on envoie les vieux mourir pour qu'ils ne soient pas une bouche à nourrir de plus, c'est nous, humains contemporains, qui projetons nos fantasmes, nos craintes et nos désirs sur des gens lointains, en se disant mais eux c'est des barbares, ils faisaient sûrement ça. Et ça m'a vraiment paru extrêmement frappant dans la série que les personnages principaux soient vieux, mais ils n'ont pas l'air vieux, et des gens qui ont l'air vieux, il y en a quasiment pas. Et puis, il y a un dernier truc qui m'a fait sourire, c'est qu'il y a toute une discussion à un moment entre Jasquier et Geralt sur la retraite. Parce qu'à un moment, le barde demande aux sorceleurs, mais à quel âge vous prenez votre retraite, vous les sorceleurs? Donc il y a toute une discussion sur le fait qu'on ne peut pas prendre notre retraite parce que notre mission ne sera jamais terminée, parce qu'on meurt toujours de mort violente, on ne meurt pas dans notre lit. Donc tout un discours un peu viriliste, logique dans la série. Et c'est surtout que la notion de retraite, elle n'existe pas au Moyen Âge. Donc il n'y a aucun moyen pour qu'un barde pose cette question à un militaire. Et ce qui est rigolo, c'est que cette question sur la retraite, elle est impactée dans tout le reste de la scène qui est bourré de références au fait que Geralt, il est chiant parce qu'il est vieux, fondamentalement. Alors, autre notion peut-être à voir ensemble maintenant, Gabriel, si vous voulez bien, autour de la vieillesse et dans la série The Witcher, c'est voir comment cette vieillesse-là, c'est une notion qui va nous renvoyer à la fois, peut-être physiquement d'ailleurs, de l'étrangeté à la monstruosité. Et là, on est directement en rapport avec toutes les créatures que peut rencontrer Geralt au fur et à mesure de ses quêtes. Oui, parce que la monstruosité, effectivement, c'est un thème énorme dans The Witcher et en fait dans les jeux vidéo aussi, puisque il y a un côté hack and slash, quoi. Il faut des monstres à tuer, sinon le jeu n'a pas d'intérêt. Donc on croise constamment des monstres et les monstres, ils sont tellement normalisés dans l'univers de la série qu'on a carrément fabriqué un type de mutant particulier dont le seul job est d'aller tuer des monstres. Donc les monstres, la monstruosité, c'est quelque chose d'omniprésent dans la série et on l'a pas projeté sur des humains, mais sur des créatures qui sont vraiment différentes, qui font 4 mètres de haut, qui ont 18 yeux, qui ne vivent que pour tuer, etc. Il y a, et ça c'est l'intérêt de la série aussi, mais c'est assez fréquent dans les trucs de fantasy, il y a des remises en cause de mais est-ce que c'est vraiment des monstres qui apparaissent de temps en temps? Donc, par exemple, il y a un moment où il y a un djinn qui est libéré accidentellement et Yennefer et Geralt discutent et Yennefer dit mais t'as laissé échapper le djinn, qui sait quel dégât il va faire? Et Geralt lui dit mais les djinns ne font du mal que quand ils sont tenus en captivité. Et donc il y a tout après une discussion sur leur propre situation par rapport à leur vie, mais bon. Il y a quand même de temps en temps des interrogations sur est-ce que ces monstres sont si monstrueux? Est-ce que le fait de les tuer à vue est raisonnable? Dans le tout premier épisode, le sorceleur arrive avec le cadavre d'un monstre qu'il a tué. Et il essaye de se faire récompenser par le bourgmestre et il se fait dire mais non. Parce qu'en fait, ce monstre-là, c'était pas la peine de le tuer, on va pas te récompenser. Il permettait de faire de contrôle des populations. Donc c'est ambigu pour savoir si on parle des humains ou des animaux, mais il y a régulièrement des remises en cause sur le fait que ces monstres, en fait, ils sont peut-être pas si monstrueux. Peut-être qu'ils ont un sens et un rôle dans l'écosystème. Et moi, ça m'intéresse beaucoup le sujet des monstres parce que je l'ai peu évoqué dans le travail de thèse, mais c'est un objet d'étude quand on étudie le vieillissement. De manière schématique, on traite très très mal les vieux. Aujourd'hui, on considère que la vieillesse, c'est un poids, c'est un boulet, ça creuse le trou de la sécu, ça fait chier les petits-enfants, il faut s'en occuper.
Donc, on a beaucoup de discours comme ça qui sont très stigmatisants sur la vieillesse. Là, volontairement, je l'ai fait de manière un petit peu brutale, mais c'est vraiment le thème. Personne n'a envie d'être vieux. Il y a même des gens qui financent des études pour empêcher le vieillissement. On vend des crèmes ou des produits parce qu'ils sont anti-vieillissement. Il y a ce consensus que la vieillesse, c'est mal, et personne n'a envie d'être vieux, et de toute façon, les vieux, ils déséquilibrent et ils abîment notre société. Et pour essayer de comprendre ce rejet virulent de la vieillesse, il y a des gens qui sont emparés d'outils théoriques qui existaient par ailleurs, notamment en philosophie. Et la question de la monstruosité revient beaucoup. Donc il y a des travaux de philosophie de Canguilhem dessus. Moi, j'utilise beaucoup les travaux de Julia Kristeva, qui a parlé de l'abjection. Et elle dit, mais en fait, il y a toute une catégorie de gens, plein de catégories de gens en fait, qu'on considère comme abjects, en particulier parce qu'ils sont sales, parce qu'ils sont malades d'une manière qui nous dégoûte. On ne veut pas les voir. On essaye de les cacher de l'espace public. On détourne le regard quand on les voit. Et donc, ça va des choses les plus évidentes. Donc, l'abjection qui peut être subie par des gens qui sont malades d'une manière visible, à qui, par exemple, il manque un membre ou qui ont des problèmes de peau extrêmement visibles. C'est le cas de beaucoup de gens qui sont pauvres. C'est le cas de beaucoup de gens qui sont notamment sans domicile fixe, qui sont vraiment l'exemple type des gens qui subissent des traitements parce qu'ils sont considérés socialement comme abjects. Mais ce que dit Julia Kristeva, c'est que ça va plus loin et qu'en fait, il y a d'autres catégories de gens qui subissent ça régulièrement. Et elle, ce qu'elle propose, c'est de reprendre l'abjection comme tout ce qui, chez les gens, fait qu'ils ont du mal à se contrôler. Ils contrôlent pas ce qu'ils disent, ils contrôlent pas leur corps. Et pour la vieillesse, c'est très souvent employé, notamment pour ce qu'on appelle le quatrième âge, donc le très grand âge, quand les gens euh, sont violents, disent des choses qui n'ont pas de sens, crient, sont incontinents, donc se font pipi dessus. Tout ça, c'est considéré socialement comme abject et dégoûtant. Et donc, c'est typiquement des gens qui sont un objet d'abjection. Et pourquoi c'est rigolo? Enfin, rigolo, bof. Pourquoi je l'utilise comme notion beaucoup? Parce que la théorie que propose Kristeva, c'est que les gens qui sont abjects, ils sont discriminés, isolés, rejetés, mais ils ont aussi une sorte de puissance. Parce qu'en fait, leur vision est tellement insoutenable que quand ils viennent se planter au milieu de nous, ça met tout le monde extrêmement mal à l'aise. Et en fait, ils récupèrent du pouvoir comme ça. Et un exemple qui peut être employé, notamment pour parler d'abjection, c'est quand quelqu'un qui a vécu une mutilation et, par exemple, vit de la mendicité, se met au milieu d'un trottoir, allongé au milieu du trottoir, les gens vont être incroyablement mal à l'aise. Il va y avoir des réclamations pour que ça n'arrive pas, parce que c'est intolérable, il y a des enfants qui passent, ça va les traumatiser, etc. Donc l'abjection, c'est une exclusion, mais qui est aussi associée à du pouvoir. Et là, il faut que je cite rapidement quand même les travaux d'un collègue qui bosse beaucoup sur la monstruosité dans le jeu vidéo, et notamment la distorsion du corps, et qui s'appelle Guillaume Bachelier, et qui a fait énormément de choses autour de ça. Donc maintenant, je clôt cette parenthèse théorique. Mais donc cette histoire de monstrueux, parce que pas humain, hors de la normalité, avec un corps déformé, avec un corps qui déborde, euh, c'est quelque chose qui est intéressant à avoir en tête quand on regarde la série. Parce qu'il y a toujours ce côté-là. Le sorceleur, quand il rentre dans des tavernes, il se fait régulièrement virer violemment. On lui dit on veut pas de gens de ta sorte. Il est insoutenable. Sa vision est insoutenable. Alors pas pour des questions physiques, parce que je pense que personne ne peut dire que Henry Cavill est repoussant physiquement, mais il représente quelque chose qui est insupportable, un débordement de monstruosité. En fait, il devient les monstres qu'il combat. Il a été rejeté de leur côté. Ce qui est aussi intéressant, c'est que Kristeva, à l'origine, elle utilise l'abjection pour parler de la féminité. Elle dit, mais le corps féminin, il est considéré comme dégoûtant et comme impur parce que souvent, il peut être associé à la menstruation, donc aux règles, au sang qui s'écoule. L'accouchement, c'est typiquement un cas où il y a beaucoup de fluides qui s'échappent. La ménopause peut être aussi associée à l'incontinence, à des bouffées de chaleur, à des tas de choses comme ça. Et les sorcières, donc je pense à Yennefer, mais il y en a beaucoup d'autres dans la série, elles occupent une place particulière. Elles ont une féminité particulièrement monstrueuse parce que pour devenir sorcière, tu dois faire un sacrifice. Tu dois sacrifier ton appareil reproducteur. Tu peux pas avoir d'enfant. Donc ça, c'est toute une partie de l'arc narratif de Yennefer. Et
elles sont typiquement le monstrueux féminin. Elles sont des femmes, mais qui sont anormales. Il y a aussi toute une discussion au tout début où Stregobor explique que lui, il a massacré un certain nombre de fillettes qui étaient supposées représenter l'arrivée de l'Apocalypse au nom de mutations internes. Et là, le sorceleur lui dit, mais si elles étaient internes, vous pouviez pas les voir. Il dit, oui, mais on les a disséquées après, on a constaté que c'était vrai. Donc, la notion de monstrueux et d'abject, évidemment, elle s'applique aux sorceleurs, mais elle s'applique aussi vachement aux sorcières. Et c'est intéressant de voir que les deux personnages qui ont une relation romantique, c'est Geralt le sorceleur et Yennefer la sorcière, qui sont à la marge, qui sont rejetés, mais qui sont aussi incroyablement puissants et qui sont intolérables et qui en même temps transforment la société dans laquelle ils vivent parce qu'ils sont tellement puissants. Et donc tout ce côté autour de la non-humanité, le fait d'être vieux et monstrueux et infertile comme des signes que vous n'êtes pas humain, c'est très intéressant pour une réflexion sur la vieillesse. Gabriel L'Avenir, on évoque depuis le début de l'émission la vieillesse autour de la série The Witcher. Alors vous l'avez dit, The Witcher, c'est des romans, c'est aussi des jeux vidéo. Je sais que vous aimez beaucoup, que c'est une de vos spécialités aussi. Donc peut-être on peut faire un petit pas de côté par rapport ici maintenant aux séries et puis évoquer cette série justement, mais de jeux vidéo, en montrant peut-être comment on voit la vieillesse dans les jeux. Oui, bah ça en plus c'est un peu mon futur programme de recherche parce que comme vous le faisiez remarquer, je viens juste de soutenir ma thèse, donc ça y est, j'ai bouclé la partie sur les publics âgés du jeu vidéo et maintenant je vais m'intéresser aux représentations des corps âgés et des voix âgées aussi dans les jeux vidéo. Donc ça c'est un projet de recherche qui est en cours avec deux collègues en Game Studies qui s'appellent Esteban Giner et Charles Meyer. Mais bon, avant de pouvoir vraiment parler de ça et présenter le travail fini, moi j'ai deux grands pans de recherche en tête. Il n'y a pas grand-chose qui a été fait encore sur le sujet, mais ça démarre parce que dans les études du jeu vidéo, on s'intéresse de plus en plus, et depuis longtemps en fait, aux représentations des groupes marginalisés dans les jeux vidéo. Donc aux représentations des femmes, ça c'est un sujet dont on discute depuis bientôt 20 ans, même si ça avance pas follement rapidement. On discute de comment les personnages sont racisés dans les jeux vidéo. On discute un petit peu aussi des questions de représentation du handicap. Et puis, bah, le prochain gros chantier, hein, c'est la représentation de l'âge et notamment de la vieillesse. Et donc, je pense notamment au travail d'une chercheuse qui s'appelle Sarah Mosberg Iversen, qui est une chercheuse danoise qui s'intéresse beaucoup au discours sur le vieillissement et qui a travaillé sur comment on représente les vieilles femmes dans les jeux vidéo et notamment les jeux casuals, donc typiquement des jeux sur téléphone. Et elle nous parle beaucoup de ces thèmes qui reviennent et on retrouve en fait cette espèce d'ambiguïté où c'est à la fois des personnages qui sont gênants, dégoûtants, imprévisibles, fous, et d'un autre côté, souvent, c'est aussi des personnages très puissants qui, pour une raison incompréhensible, ont des pouvoirs magiques. Donc, en fait, on retrouve beaucoup la figure de la sorcière dès qu'on parle de vieilles femmes. On a du mal à donner du sens à l'existence des femmes âgées. Elles sont fortement invisibilisées parce que quand on est âgé, on ne peut plus vraiment répondre au canon de la féminité, hein. Ce qu'on associe de positif à la féminité, c'est toujours quoi? Bah, c'est la sexualité, c'est la beauté, c'est la reproduction. Quand vous êtes âgé, a priori, vos capacités de reproduction, elles sont plus trop là. Vous ne correspondez plus aux canons de beauté qui sont très associés à la jeunesse. Et la sexualité des gens âgés, c'est vraiment un sujet tabou. Elle existe, mais on refuse de le voir. Donc, Sarah Mosberg-Iversen montre un peu les déclinaisons de la figure comme sorcière de la vieille femme dans les jeux vidéo. Après, donc, il y a un autre chercheur qui s'y intéresse, en France cette fois, qui s'appelle Julien Lalu, et qui propose une typologie de la vieillesse dans les jeux vidéo. Donc, lui s'intéresse à la tension entre deux pôles de représentation. Il y a les vieux sages et les vieux fous. Où vous avez en gros soit le vieux maître, typiquement dans les jeux de combat, ça va être le vieux maître spécialisé dans les arts martiaux, et puis les vieux fous qui sont des antagonistes et qui sont d'autant plus effrayants, qui sont fous et qui sont vieux. Et donc, il travaille beaucoup là-dessus, avec des études sur plein de jeux. Il s'intéresse aussi à la manière dont la vieillesse devient doucement une mécanique de gameplay. Donc, comment on matérialise le fait que votre personnage, il est de plus en plus vieux. Il y a des choix qui peuvent être faits sur le modèle de la vieillesse comme déclin. On va faire qu'il tape moins fort, qu'il court moins vite, qu'il se régénère plus difficilement. Mais vous pouvez aussi avoir des mécanismes qui veulent refléter l'idée de la vieillesse comme sagesse. Vous allez apprendre plus vite certaines compétences ou vous allez monter en puissance plus vite sur certaines capacités. Et puis, euh,
De manière plus générale, en fait, il y a pas mal de travaux sur les représentations du vieillissement dans le cinéma. Hein, c'est vraiment là qu'on s'y est intéressé le plus. Et donc là, c'est des tropes. En gros, il y a deux choses. On ne montre pas les vieux au cinéma, très très peu. Comme dans le reste de la société, hein, le vieillissement, c'est quelque chose qu'on garde caché, isolé. L'espace public est hostile aux gens âgés. Il y a plein d'espaces sociaux aussi qui sont très peu accessibles pour les gens âgés. Et quand on montre des gens vieux au cinéma, vous retrouvez les mêmes tropes, hein, le vieux maître sage, le grand-père sénile et extrêmement agressif, la vieille concierge manipulatrice et aigrie. En fait, que des trucs qui sont réévoqués dans la série du Witcher. Par des personnages qui disent dernière aventure avant de mourir, ou ah là là, t'es râleur parce que t'es vieux, ou vivement la retraite. Donc on tourne un peu en boucle sur des représentations super limitées du vieillissement qui reflètent la place très marginale des gens âgés dans notre société. En conclusion, Gabriel, on arrive au bout de cette émission sur le vieillissement dans les séries, en particulier la série que vous avez choisie, The Witcher, qui, on l'a bien compris en plus, est au cœur de vos préoccupations, ne serait-ce que par rapport aux jeux vidéo. Qu'est-ce que doivent retenir les auditeurs sur cette émission? Si je proposais de retenir quelques petites choses à ce sujet-là. Donc déjà, il y a des choses qui ont à voir avec la vieillesse et la fiction en général. Se mettre à chercher les vieux dans la fiction, ça permet de réaliser qu'il y en a très très peu. Ça permet de réaliser que c'est une période de la vie qu'on essaye d'effacer le plus possible. Ça peut permettre de s'interroger sur les raisons pour lesquelles on le fait. Ça paraît aussi intéressant de se garder en tête que la vieillesse, c'est une construction sociale, que l'histoire du déclin physiologique ou cognitif, en fait, il concerne pas du tout la majorité des gens âgés, puis selon des rythmes très différents, puis en fait, il concerne aussi pas mal de gens jeunes. Donc peut-être remettre en cause la vision très médicalisée qu'on a du vieillissement aujourd'hui. Ensuite, garder la vieillesse en tête quand on regarde de la fiction, ça permet d'avoir des perspectives nouvelles, de se poser des questions un peu différentes de d'habitude. En particulier dans tout ce qui touche à la fantasy, on recycle un peu toujours les mêmes problématiques. Et puis, à propos du Witcher spécifiquement, voir à quel point dans la série, la vieillesse, elle est mêlée à la monstruosité. Parfois, on est face à des personnages qui ne sont pas des monstres, mais sont traités comme tels, en partie parce que leur longévité fait qu'ils ne peuvent pas être humains. Et ces corps qui sont trop vieux pour être naturels, pas assez vieux pour leur âge, ils effraient, ils dégoûtent, ils choquent. Ils ont une espèce de pouvoir inversé précisément parce qu'ils sont tellement choquants que ça leur donne une espèce de liberté. Mais ça reste fondamentalement un signe d'exclusion que d'être très très vieux. Et ça, c'est un écho net, transparent de la manière dont on traite aujourd'hui le très grand âge. Merci beaucoup, Gabriel Lavenir, pour cette émission autour de la vieillesse dans la série The Witcher. Alors, la vieillesse qui est une de vos spécialités. Vous êtes toute récente docteur en sociologie et vous travaillez sur ces problématiques-là. Donc, vous avez fourni, comme tous les intervenants et intervenantes, une bibliographie indicative qui permettra aux auditeurs de peut-être soit se familiariser encore plus avec les notions abordées ou de les approfondir. Vous retrouvez la bibliographie indicative sur le site internet histoireensérie.com et puis, n'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux sociaux, Twitter et le groupe Facebook Histoire en série. Gabriel, merci beaucoup et puis peut-être à une nouvelle émission autour de la vieillesse ou des jeux vidéo par exemple. À bientôt. Mais avec grand plaisir. À bientôt. Retrouvez-nous sur Twitter @Histoire en série pour connaître le programme à venir ainsi que des conseils bibliographiques. To the constellations
the football, and population by a stranger.